Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une base de données. Donc ce sujet avait déjà été traité dans une vidéo précédente, mais l'éditeur a énormément évolué et de nouvelles fonctionnalités sont venues s'ajouter du coup également à cette base de données. Donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Ça fera pas de mal de faire une petite mise à jour de celle-ci et du coup l'autre sera masqué du coup de mon compte YouTube. Voilà. Alors, on va se rendre sur notre éditeur. Donc dans notre éditeur ici, nous allons donc créer une nouvelle base de données. Donc pour cela, on va faire ajouter, puis nous allons nous rendre dans gestionnaire de contenu, puis nous allons créer donc une nouvelle collection en cliquant sur nouvelle collection. Et ici, on va nous demander donc de rentrer un nom pour cette nouvelle collection. Donc on va nous demander de la nommer tout bêtement. Donc je vais l'appeler base de données tout bêtement. Tac. Donc il doit y avoir trop de caractères, voilà, une collection du même nom existe déjà. Je vais l'appeler base de données tout simplement comme ça, ou on va l'appeler base. Voilà. Donc je l'appelle base. Ensuite ici on va me proposer si je veux que ce soit une base de données avec plusieurs éléments ou un seul. Donc la différence se résume assez facilement. Un seul élément, en fait, on va pouvoir créer une seule fois les champs et les remplir. Vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter plusieurs données dans une même base. Ça sera uniquement, en gros, des champs définis. Un peu comme un formulaire que vous pourrez modifier. C'est intéressant si vous avez la gestion d'une page et que vous ne voulez pas tout le temps rentrer dans l'éditeur pour modifier des éléments de cette page. Ça va être également intéressant dans d'autres situations que nous verrons dans des vidéos ultérieures. Donc moi, pour le tuto aujourd'hui, je vais faire plusieurs éléments, sachant qu'un seul élément fonctionne à peu près de la même manière pour créer des nouveaux champs. Donc je vais faire plusieurs éléments et je vais faire créer. Une fois ma base de données créée, je vais retrouver donc le champ ici par défaut qui est title et je vais pouvoir du coup en créer de nouveaux en allant sur le petit plus qui est ici. Donc sur le plus ici, par exemple, je vais en créer une que je vais appeler name. Donc ici, on voit une clé du champ qui se génère en même temps. À savoir que la clé du champ n'est modifiable qu'une seule fois. Donc elle est modifiable à la création du champ. Une fois que le champ est créé, c'est-à-dire que là, si je fais enregistrer, et bien une fois que ce champ va être créé, du coup, je ne pourrai plus modifier la clé du champ. La clé du champ ici va nous permettre de faire des appels à notre base de données via du code. C'est-à-dire que dès que je vais vouloir, par exemple, filtrer mon champ ici name, je vais prendre la clé du champ name qui est ici. Voilà. Également, ce qui va être important, c'est que le nom du champ, lui, par contre, je peux le modifier autant de fois que je veux. Si par exemple je veux le mettre à la place en français et le nommer prénom, je vais pouvoir le nommer prénom. Et comme vous voyez, ou comme vous avez dû le voir pendant que je modifiais, cela n'a eu aucune incidence sur la clé du champ. Pourquoi? Eh bien, puisque nous créons un champ et que nous pouvons faire des appels avec du code à ce champ, eh bien, il aurait été dommage que celui-ci puisse être modifié, puisque s'il aurait été possible de le modifier, ça veut dire que sur l'ensemble de mon site, il aurait fallu que je revérifie l'ensemble de mon code afin de vérifier que que la clé du champ était bonne. Donc Wix nous ont fait en sorte que nous ne puissions pas la modifier afin d'éviter les défauts de code qui pourraient survenir sur notre site. Alors, ensuite, je vais créer un nouveau champ, parce qu'on a vu simplement donc, cette chose-là, donc je vais l'appeler par exemple image, et on va pouvoir voir le type de champ ici qui se génère. Donc ici, j'ai un type de champ et dans ce type de champ, je peux retrouver donc l'élément texte que nous avons fait juste avant, qui était du coup pour le prénom. Nous allons pouvoir également dire que ici, c'est une image ou alors c'est un bouton à cocher, que c'est un numéro, donc sous le format numéro, un nombre, etc. Que ça pourrait être du coup un calendrier, donc je peux très bien définir une date, calendar, que ça peut très bien être un format heure, un contenu enrichi et texte enrichi. Donc ça nous permet de faire des textes un peu plus élaborés que l'élément texte ici classique. C'est-à-dire que dans le contenu enrichi et texte enrichi, nous allons pouvoir ajouter des liens, nous allons pouvoir ajouter des textes en gras, des textes en italique, etc. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Et le contenu enrichi va un peu plus loin puisque lui, eh bien, ça va nous permettre d'ajouter donc des images, des vidéos, un petit peu, en fait, pour simplifier la chose, ça ressemble beaucoup à l'éditeur de post de Wix. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être installé, vous avez les mêmes fonctionnalités que sur l'éditeur de post classique. Donc ça vous donne un peu l'idée. La différence aussi entre ces deux-là résulte dans le fait que l'un des deux, donc le texte enrichi, peut être connecté simplement à un texte classique, à contrario du contenu enrichi qui lui est un bloc que nous devons ajouter sur notre site et connecter à la base de données. Donc nous pouvons très bien retrouver du texte enrichi dans un répétiteur, mais nous ne pouvons pas retrouver du contenu enrichi dans un répétiteur. Lui sera uniquement sur des pages classiques
ou alors sur des pages dynamiques, chose que nous verrons un petit peu plus tard. Donc, après, nous avons tout ce qui va être référence et multi-référence. Donc, à quoi servent les références et multi-références? Ça va nous permettre en fait de lier cette base de données-là avec une base de données secondaire. J'ai créé une base de données avant cette vidéo, du coup, pour vous faire un exemple de ça. Donc, par exemple, je vais faire une référence et là, je vais lui dire que je vais aller faire une référence avec une base de données. Donc là, je vais lui définir avec quelle base de données je souhaite aller piocher des informations. Je souhaite par exemple aller piocher des informations dans la base de données liste prénom. Et là, je fais enregistrer. C'est-à-dire que là, en fait, eh bien, au niveau donc de image, bon, pour le coup, il n'est pas nommé correctement, mais c'était vraiment juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Au niveau de image, quand je vais aller dessus, je vais avoir un menu déroulant avec du coup des éléments de mon autre base de données. Si je retourne sur mon autre base dans laquelle je l'ai lié avec liste prénom. Dans cette base de données, on va retrouver plusieurs informations. On va retrouver donc le nom, l'image, donc une photo, et une signification du prénom. Et en fait, là, tout bêtement, dans ma base de données que j'ai nommée base, que nous venons de voir, j'ai créé un lien vers cette base-là. Donc là, je peux dire que par exemple, ici, ça va être l'image, enfin, ça va être lié avec le prénom Emma pour cette ligne. Donc le titre, je pourrais l'appeler par exemple nom 1. Voilà. Je peux lui donner, alors on va laisser où je vais pas le name, le title nom 1, le prénom je vais marquer, et bien par exemple Emma. Et en fait, alors là je fais une aparté, hein, c'est vraiment pour vous expliquer vraiment la différence entre les références, qu'elle va nous permettre référence. Donc là je vais aller importer donc une base de données sur ma page. Voilà. Cette base de données là, je vais lui demander de se lier avec ma base de données que j'ai créée, donc base. Je vais lui dire qu'ici je souhaite qu'il n'y ait qu'un seul élément qui s'affiche. Je le laisse en lecture seule, puisqu'on a juste besoin de lire l'élément. Je vais vous ajouter un élément texte sur ma page. Voilà. Je vais juste l'appeler, peu importe, je vais marquer que c'est data.name par exemple. Et je vais lui importer un élément image. Donc je vais aller récupérer donc, une image, dans mes images. C'est vraiment une aparté, hein, donc ne vous inquiétez pas, on va revenir après à la base de données, on ira un peu plus loin. Donc je vais prendre image ici. Hop, là ça me l'a ajouté, donc bon, ça m'en a ajouté deux, il m'en faut qu'une seule. Tac. Donc là par exemple je vais mettre l'image, tac. Et en dessous je vais mettre en dessous la description. Je vais récupérer cet élément là. Comme vous avez vu, dans mon autre base de données, il y avait donc la signification du prénom. Là j'ai marqué data et je vais marquer signification. Alors, j'utilise cette façon de faire là, avec data, point, signification, etc. et non marquer un texte classique dessus, simplement parce que du coup, il peut arriver que votre base de données, elle saute et que du coup, eh bien, les éléments, enfin, la connexion avec votre base de données va sauter et du coup, eh bien, ça va être l'élément par défaut qui va être visible par l'utilisateur qui va naviguer sur votre site. En mettant directement data.name et data.signification, même moi, en allant sur mon site ou n'importe quel utilisateur, je vais me rendre compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que cet élément-là a été déconnecté de ma base et qu'il faut que je le reconnecte. Donc voilà le pourquoi je fais ainsi. Donc là, je vais centrer mon texte. Et du coup, là, je vais connecter les éléments. Donc, comme on a vu, hein, ma base, ici, elle a simplement le champ qui va s'appeler donc prénom et un lien vers ma base de données, l'autre base de données, vers le nom Emma. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir connecter tout simplement, et c'est ça qui est génial avec les références. Donc là, je suis connecté à base dataset, et mon texte ici name, je vais dire qu'il se connecte du coup à prénom. Ici, mon image, du coup, eh bien, elle n'est pas dans ma base de données en elle-même. C'est-à-dire qu'on a une référence vers une base de données qui a du coup le prénom, mais qui a également l'image correspondante. Et là, quand je vais pouvoir aller connecter, quand je vais dire connecter un élément, base dataset, et en fait, on va voir que dans mes éléments qui sont connectables, donc on retrouve title, prénom, qui est donc de ma base de données classique, et là, ici, on a un élément image, liste personne, donc c'est ma référence avec l'autre base de données, et là, ça me permet d'aller piocher dans l'image de cette base de données. Donc là, je vais pouvoir me connecter avec le prénom Emma. Je peux également lui donner un texte alt, etc. Donc ça, vous pouvez du coup connecter les différents éléments à ça. Et en dessous, signification, qui est également dans ma deuxième base de données. Eh bien, le fait d'avoir fait une référence va me permettre d'aller piocher également dans l'autre base de données. Donc je vais faire connecter
puis l'autre base de données. Voilà, donc là je suis dedans. Je peux récupérer name, mais également signification. Donc là, ça me connecter à signification qui est dans l'autre base de données. Donc c'est super intéressant de faire des références, ça vous permet vraiment de coupler différentes bases de données afin voilà, d'avoir quelque chose peut-être qui est plus lisible, plus facilement gérable pour vous. Et dans d'autres situations, c'est quand même super important. Donc voilà à quoi sert la référence. Maintenant, on va voir la multiréférence qui est un petit peu différente puisqu'elle ne va pas nous permettre d'aller récupérer des éléments dans l'autre base de données. Elle va nous permettre simplement de dire eh bien que par exemple Emma correspond à tel champ et tel champ. Donc plutôt faire des requêtes, on va l'utiliser, enfin, on peut l'utiliser en plusieurs situations. Dans la situation que j'utiliserai le plus, ce serait plutôt de dire eh bien je fais une requête, je vérifie que tel élément correspond bien à Emma par exemple. Donc je peux faire une requête dans mon champ image si je mets une multi-référence. Alors, je vais vous mettre une multi-référence tout de suite. Donc la multi-référence, toujours pareil avec ma base de données liste prénom. Voilà, donc là ça c'est normal hein, parce qu'on a changé de format. Et là je vais pouvoir les piocher également, donc vous voyez je peux aller en cocher plusieurs. Et donc là je pourrais faire une requête sur l'image pour vérifier que par exemple Louise correspond bien avec le champ prénom Emma de cette base de données. Ça va me permettre vraiment de faire des requêtes un peu plus un peu différentes. Par contre, à part faire des requêtes, si je retourne sur mon élément que nous avions fait ici, je ne peux plus aller piocher dans là vous voyez d'ailleurs ça s'est complètement déconnecté parce que si vous voulez là si je vais ici et que je vais du coup sur la connexion des sources d'images on ne peut pas aller se connecter à une multi-référence. Pourquoi? Parce que eh bien dans notre cas précis puisque nous avons mis par exemple eh bien 3 références différentes ça veut dire que là l'image il en faudrait 3 sinon on n'a qu'un seul élément image et du coup eh bien pour bien faire, il faudrait que notre image soit limite une galerie, en fait, dans notre cas. Ça ne marcherait pas non plus avec une galerie. Hein. Mais c'est vraiment pour vous expliquer le principe. C'est que là, en fait, derrière, une multi-référence avec 3 éléments, ça veut dire qu'il y aurait 3 images différentes, 3 noms différents, 3 significations différentes. Voilà, donc ça ne peut pas marcher avec une collection classique, si vous voulez. Pour ça d'ailleurs que nous ne la retrouvons pas ici. Tout simplement. Une multi-référence va être bien pour lancer des requêtes, comme je vous l'ai expliqué. Par contre, vous n'allez pas pouvoir aller piocher des informations d'une autre base pour les afficher dans un répétiteur. Voilà un peu la différence entre les deux. C'est fini pour cet aparté-là. On va voir maintenant les autres champs qui sont possibles aussi sur notre base de données. Donc, je vais créer un troisième champ. Donc, par exemple, là, on va faire une case à cocher. Donc, comme on avait vu, la case à cocher est déjà disponible directement dedans sous le format boolean. Voilà. Et comme on voit également, tout ce qui va être caractère spécial ne va pas être pris en compte. Donc là, par exemple, le A n'est pas pris en compte. Donc, si je souhaite que ma clé du champ comporte le A, il faudra du coup que je ajoute ici le A manuellement pour le faire transparaître ici. Donc là, boolean, hop, et donc là, ça me permet d'avoir du coup une case à cocher que je pourrais du coup via mon code, pourquoi pas, lui dire bien si l'élément est coché, il se passe ça, si l'élément n'est pas coché, il se passe ça, etc. Voilà, par exemple, mettre en ligne uniquement les éléments cochés. Alors, ça nous permet d'avoir des différents filtres qui sont intéressants. Ensuite, nous avons quoi d'autre ici? Nous avons, alors on va marquer name 2 par exemple. Donc on a le format texte que nous avons vu, le booléen, les images, les numéros. Donc format numéro, on ne vient pas trop dessus parce que c'est simplement un format numéro. On a vu les contenus enrichis, dateur en fait c'est un calendrier, hein, donc vous pourrez tester au besoin. URL, donc après on a URL, donc ça va être pour dire eh bien par exemple que mon bouton va vers telle URL, donc je vais pouvoir récupérer un URL d'un site internet et le lier pourquoi pas à un bouton pour envoyer mon utilisateur vers un lien spécifique. On peut également utiliser le champ URL pour récupérer des URL de vidéos sur Vimeo, sur YouTube, enfin peu importe, même sur TikTok, hein, si on a envie. Voilà, j'ai dit les 3. Pour, et bien du coup, le lier, pourquoi pas, avec un élément vidéo de mon éditeur. Ça va me permettre, bien, d'afficher telle vidéo dans mon lecteur vidéo, par exemple. Donc voilà, il y a différents principes. C'est vraiment, on récupère un URL, après l'URL, soit on envoie l'utilisateur vers telle URL, soit ça nous permet de connecter, par exemple, un lecteur vidéo ou une image, ou peu importe, mais voilà, c'est le format URL. Après, nous avons le format document, ça nous permet par exemple de mettre des documents PDF, des docs, etc., qui pareil, nous pourrons bien récupérer par exemple le clic de l'utilisateur pour l'envoyer vers un document spécifique ou autre. Nous avons donc les multi-documents qui, eux, comme leur nom
l'indique, c'est pour mettre donc plusieurs documents dans un même champ et permettre donc à l'utilisateur de pouvoir avoir plusieurs documents d'un coup. Nous avons aussi donc le format vidéo. Donc ça, c'est un format plus classique. La vidéo doit être stockée du coup sur Wix afin de pouvoir être mise dans ce champ-là et ensuite connectée à un lecteur média sur Wix. Le format audio, donc lui, même chose. Le format audio, l'audio doit être mis sur Wix sous format MP3 ou autre et lié à un lecteur vidéo, à un lecteur audio. Nous pouvons également utiliser, si c'est un son audio d'ailleurs que sur Wix, nous pouvons également utiliser le champ URL qui va nous permettre du coup bien de connecter notre lecteur audio, par exemple, avec l'URL. Nous avons également donc un champ adresse, lui est très intéressant puisque c'est les champs adresse de Google, donc du coup ça nous permet de rentrer une adresse, de récupérer la longitude, la latitude et de pourquoi pas afficher différents points sur une carte, sur une map Google afin de cliquer dessus, de sélectionner, enfin de filtrer, donc ça peut être très intéressant ce format-là. Il y a en plus une barre de saisie qui permet à un utilisateur de rentrer directement une adresse sous le bon format et de l'enregistrer dans la base de données. On verra ça un petit peu dans une autre vidéo, mais en tout cas, c'est quand même assez sympa. Nous avons ensuite après le format tag ici. Donc le format tag va nous permettre de mettre différents éléments. Si vous voulez, là j'ai par exemple name2 qui est un format tag, donc je pourrais marquer name1 par exemple, lui nommer name2, etc. Donc ça va me permettre aussi, par exemple sur un filtre de faire des requêtes. C'est-à-dire que je vais chercher un élément qui contient name1 ou name2 et il va me le ressortir en fait. Ça va me permettre donc de faire des requêtes. Vous pouvez mettre donc un peu tous les éléments ici. J'ai beaucoup de clients qui l'utilisent comme élément mot-clé, par exemple sur des requêtes. L'utilisateur pourrait rentrer un mot-clé, ça va faire une recherche dans ce champ-là, tous les tags pour savoir quel ligne de ma base de données correspond avec tel tag. Donc ça ça peut être assez intéressant. Nous avons également donc d'autres éléments qui sont un peu plus complexes, on va dire. On a le array et l'objet. Donc ça fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que on va pouvoir mettre plusieurs éléments dedans. On fera peut-être une vidéo sur la façon de l'utiliser. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous connaissez un petit peu le développement, ça vous parle. Si vous ne connaissez pas du tout le code, ça ne vous parlera pas trop. Les autres champs qu'on a vus juste avant, déjà vous permettent de faire pas mal de choses. Ces deux champs-là sont un peu plus spécifiques. On verra ça dans une vidéo un peu plus axée là-dessus. Et ensuite, nous avons bien sûr donc la galerie média qui va nous permettre du coup de lier des images avec une galerie et de connecter cette galerie ce champ galerie à une galerie, à un objet galerie sur mon éditeur Wix. Voilà, donc ça c'est pour la création des champs sur notre base de données. J'espère que j'ai été assez clair sur cette création-là. Et on va voir aussi un point qui est très important et qui est souvent oublié. Je suis souvent contacté par des personnes pour me dire oui, rien ne s'affiche sur mon site. En version éditeur, quand je fais un aperçu, tout s'affiche, mais rien ne s'affiche autrement. En fait, ce bug-là vient souvent du fait que les permissions de ma base de données n'ont pas été correctement établies. Les permissions, en fait, vous allez les retrouver directement sur les trois points là, dans plus d'actions et autorisation et confidentialité. On peut également les retrouver quand vous êtes en mode éditeur. Quand j'active le mode éditeur et que je me retrouve sur mes bases de données ici, on peut le retrouver directement en allant sur les trois petits points ici et on a autorisation et confidentialité. Ces deux façons de faire vous envoient exactement au même endroit, il ne faut pas vous inquiéter. Un peut être plus rapide suivant ce que vous faites. Alors, ici on va retrouver du coup les différentes permissions que j'ai sur ma base de données. Donc là on voit que c'est un contenu public. Donc ici tout le monde peut enregistrer, donc peut voir le contenu. Donc ça c'est nickel. Donc bien faire attention. Qui peut ajouter du contenu uniquement l'administrateur, qui peut le supprimer uniquement l'administrateur et qui peut mettre à jour le contenu uniquement l'administrateur. Dans le cas où vous créez des bases de données spécifiques pour faire des formulaires ou pour faire interagir votre utilisateur avec une base de données, c'est-à-dire qu'il mettrait par exemple à jour des données qui lui sont propres, il faudra bien sûr donc modifier les champs, les permissions ici afin de les faire correspondre à vos besoins. Ce qui peut être intéressant aussi, ça c'est plutôt dans le terme d'automation, c'est-à-dire que là on est en contenu public. On a différents formats qui sont préétablis, en fait, si vous voulez, par Wix. C'est-à-dire que là, si je fais formulaire reçu, je vais avoir les autorisations qui vont uniquement se mettre par rapport au formulaire reçu. On voit que par exemple sur un formulaire reçu, qui peut voir le contenu, c'est par défaut l'administrateur et qui peut ajouter du contenu, tout le monde. Oui, parce que tout le monde peut soumettre un formulaire, mais on ne donnera peut-être pas l'autorisation de voir le contenu à tout le monde.
Donc ça peut être intéressant. Et ce qui est intéressant avec le formulaire reçu, c'est que derrière, vous pouvez aller créer une automation. Donc ça, on verra ça également dans une vidéo future, hein, si vous ne connaissez pas ça. Soit vous mettez automation dans la barre de recherche sur votre tableau de bord, vous tomberez directement dessus. Ce qui est intéressant du coup avec le formulaire reçu, c'est qu'on peut créer une automation qui va nous envoyer une notification dès qu'un formulaire a été ajouté. Vous me direz, on a déjà cette notification-là sur des formulaires classiques de Wix. C'est-à-dire que quand je vais créer un formulaire sur mon site via Wix, et bien automatiquement, je vais avoir une notification derrière. Ça, c'était généré par les formulaires de Wix. Mais on va voir également dans une vidéo future. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais pareil, elle va être mise à jour. On verra du coup dans une vidéo future que c'est aussi possible de créer des formulaires à l'infini gratuitement sans avoir à payer AdSense et que grâce à ça et grâce à un formulaire reçu on pourrait recevoir des automations nous disant quand un formulaire a été ajouté sur notre site. Donc c'est super intéressant ce format là. On peut du coup voir, on a contenu personnalisé, contenu privé, enfin voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles à générer depuis ici. Après on fait enregistrer une fois qu'on a du coup défini les différents principes de permission de ma base. Autre point essentiel aussi à savoir, c'est que vous pouvez modifier à tout moment le nom de votre base de données. Mais comme les clés du champ, vous avez ici l'idée de la base de données de la collection qui lui ne peut pas être modifié puisque lui ce sera un appel depuis notre code. C'est-à-dire que vous avez uniquement le nom, donc le libellé en fait de notre base de données. Par contre l'idée, alors là, ils appellent ça idée de la collection, mais ça fonctionne de la même manière que la clé du champ. C'est pour nos appels via du code. Ça, vous ne pouvez pas le modifier une fois qu'elle a été créée une fois. Voilà, donc là, je vais enregistrer. Un champ que j'ai oublié de vous montrer, qui peut être très important. Je retourne dessus rapidement. Sur tout ce qui va être champ de texte, il y a quelque chose qui peut être très important et qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être pas tant, plusieurs mois quand même. Quand on est sur un champ texte ou n'importe quel autre champ, nous pouvons également dire que ce champ-là est des informations personnelles. Et à ce moment-là, ça va vraiment, vous les crypter. Vous voyez, ce contenu de champ est crypté. C'est-à-dire que personne ne pourra vraiment le voir à part la personne qui l'a déposé. On peut dire du coup que ce champ est crypté, comme ça vous conservez les informations personnelles de vos utilisateurs. On peut également ici rajouter un texte d'aide facultatif. Ça permet de mettre une petite description du champ. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui gérez votre site, c'est vous qui gérez les champs, mais peut-être que demain, vous aurez une autre personne qui va les gérer. Et du coup, peut-être que cette personne-là aura besoin de s'appuyer sur mieux comprendre à quoi sert ce champ. Donc, vous pouvez lui mettre une petite note d'information qui va permettre de savoir, par exemple, ce champ-là, il récupère le prénom qui est soumis depuis telle page ou d'autres informations un peu plus complexes. Voilà pour ça. Alors ensuite, on va se retrouver du coup sur notre page et comme on a vu, donc je vais juste le refaire parce qu'on l'a fait rapidement tout à l'heure et je voulais vraiment, peut-être que c'était peut-être un peu trop rapide pour vous. Hop, je vais supprimer la base de données. Hop. Donc pour importer une base de données, donc là j'ai importé des éléments texte, images, etc. Pour du coup connecter ma base de données, il suffira juste de l'importer sur ma page en allant dans le gestionnaire de contenu, puis en faisant ensemble. Là, ça m'ajoute un petit icône ici sur ma page. Ce petit icône là, du coup, je peux le connecter à une base de données. Donc pour cela, je vais dans paramètres, je dis bien connecter à une collection. Et là, je dis ma collection base. Voilà. Ici, en fait, on va avoir plusieurs paramètres qui sont intéressants dans cette base. On peut du coup le dire s'il est en lecture seule. Donc ça, c'est uniquement si on souhaite que l'utilisateur puisse uniquement lire les informations sur la page. On peut dire qu'il est en écriture, donc ça on verra plutôt ça dans des formulaires de saisie. On peut créer un petit formulaire. On va connecter un champ de saisie à cette base de données et on va mettre ça en écriture seule. Donc il pourra simplement donner des informations dans la base sans pouvoir en visualiser. Et ensuite on a lecture-écriture, et bien donc là c'est les deux. C'est-à-dire qu'il peut lire l'élément dans la base mais également le modifier avec un bouton mise à jour ou envoyer. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le nombre d'éléments. Donc ça va plutôt être quand vous avez un répétiteur. Voilà. Si ma base de données est connectée à un répétiteur, on verra ça également dans une vidéo un peu plus tard. Si ma base de données est connectée à un répétiteur, je peux déclarer le nombre d'éléments qui vont être affichés sur cette page. Par exemple, là, par défaut, Wix le met à 12 éléments. On peut très bien dire que je souhaite qu'un seul élément soit affiché sur ma page ou plusieurs.
Ici, on a un taux de performance. Alors ça peut être intéressant si vous avez plusieurs bases de données ou si vous voyez que votre site est un petit peu lent. C'est une option qui a été ajoutée par Wix également et qui permet en fait de charger un contenu d'une base de données qu'une fois que la page est complètement chargée. Ça évite que tout se charge en même temps au démarrage de la page et que du coup d'alourdir le chargement de la page. Donc ça, vous pouvez le cocher. Et ça voudra dire que bien les données de cette base de données là, le répétiteur ou autre élément ne va être chargé qu'une fois la page complètement chargée. Nous pourrons également ajouter des filtres. Ça, on verra ça un peu plus en profondeur dans une vidéo précédente sur les filtres. Mais en gros, ça peut vous permettre de dire, eh bien, sur cette page-là, je souhaite uniquement qu'il y ait comme prénom, par exemple, que le prénom soit uniquement Emma. Donc, si vous avez plusieurs Emma dans votre base de données, eh bien, il y aura uniquement, par exemple, les Emma qui vont s'afficher sur cette page-là et pas les autres. Ça peut être intéressant dans des catégories produits et des choses comme ça également, d'avoir ce genre de filtres. On voit également qu'on peut filtrer via une autre base de données, c'est-à-dire que si j'ai une seconde base de données mais qu'un champ correspond, comme on a vu tout à l'heure, j'avais un champ prénom, etc. Je peux très bien dire que je souhaite que, eh bien, ce qui va s'afficher sur cette page-là soit en cohérence avec une autre base de données et par rapport à un champ spécifique. Voilà. On verra ça également plus en détail dans une vidéo future, mais c'est bien d'avoir déjà cette notion-là en tête. Et on peut également avoir les éléments de saisie d'utilisateur. Donc là, on n'en a pas de possible, mais on pourrait avoir un menu déroulant avec une sélection d'utilisateurs et que l'utilisateur puisse choisir dans son menu déroulant un élément qui s'affiche automatiquement la base de données. C'est également quelque chose qu'on verra dans une vidéo future. Alors, je suis un peu chiant avec ça, mais c'est qu'en fait, on sera sur une vidéo sur les filtres. On ira plus en profondeur et voilà, je ne veux pas non plus que cette vidéo-là soit trop longue. Et ensuite, vous avez également l'ordre d'affichage sur votre site. On peut donner un ordre de tri. Par défaut, l'ordre de tri est du plus récent au plus ancien. Et vous pouvez bien sûr l'inverser, donc de dire que vous souhaitez que la date de création, ici la date de création, soit du plus ancien au plus récent et non plus du plus récent au plus ancien. On peut également dire plutôt la date de mise à jour. Alors ça, la date de mise à jour, c'est-à-dire que dès que vous allez mettre, par exemple là j'ai mis Emma, si par exemple je voulais enlever le A de Emma, ça fera une mise à jour. À partir du moment que j'aurai fait n'importe quelle modification dans ma base de données, ça génère une mise à jour de cette base. Donc ça voudrait dire que là, si je m'appuie sur la mise à jour, du plus récent au plus ancien, eh bien, dès que je vais faire une mise à jour sur un nouveau champ, il va revenir automatiquement en première position. Je peux également utiliser un champ spécifique, par exemple prénom, et dire qu'ici je souhaite que eh bien, les prénoms s'affichent de A à Z ou de Z à A. J'ai plusieurs possibilités de tri. Là, par exemple, je pourrais dire que ça s'ajoute de A à Z. Donc sur ma page, si vous avez plusieurs éléments, si par exemple ma base de données était connectée à un répétiteur, eh bien ça filtrerait les prénoms de A à Z, tout simplement. Alors ce qui va être également intéressant dans ma base de données, si je retourne dessus, hop, ça va être quand nous avons différentes fonctions qui ont été ajoutées par Wix. Alors je vais juste rajouter donc un élément, par exemple ici Z, peu importe, tac, et là je vais mettre un élément à cocher par exemple. Alors, juste pour vous montrer, en fait, vous avez des éléments filtres qui vont pouvoir être ajoutés, mais également, alors je vais juste la publier parce que je vois qu'il y a des fonctionnalités un peu en moins. Hop. Je vais aller dans mon gestionnaire de contenu. Et ici, dans ma base de données base. Alors, en fait, il y a des éléments qui ont été ajoutés par Wix et qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que sur chacun des champs ici, on va pouvoir filtrer. Donc, imaginons que je clique sur prénom. Et là, je souhaite filtrer. Je peux cliquer sur filtrer et je souhaite uniquement que le prénom contient Z. Vous voyez, je peux dire également ne contient pas et n'est pas, la cellule est vide, la cellule n'est pas vide, etc. Donc ça va permettre de filtrer mon contenu. Là, par exemple, je dis que je sais uniquement que mon prénom contienne Z, et bien il y a uniquement mon élément Z qui va apparaître. Je peux faire pareil pour tout ce qui va être case à cocher. Je peux dire que je souhaite uniquement que ce soit les cases à cocher qui apparaissent ou pas. Donc ça vous permet, vous voyez, à chaque champ, il y a un élément filtré qui vous permet de filtrer vos éléments. Ils ont également été beaucoup plus loin que ça dans le système. Donc là, je peux enlever mon filtre simplement en allant sur filtre et en faisant supprimer. Ils ont été beaucoup plus loin que ça parce qu'on peut également créer différentes vues. C'est-à-dire que là, je peux dire que je souhaite que du coup, eh bien, le prénom soit filtré sur Emma, par exemple. Donc contient Emma. Je fais ajouter le filtre. Donc là, uniquement, je vais avoir Emma.
Je peux du coup créer une nouvelle vue qui va enregistrer les filtres préétablis. Donc là, je marque Emma. Voilà, donc mon filtre préétabli est Emma. Et si je peux revenir sur la vue par défaut. La vue par défaut, je vais enlever du coup le filtre, supprimer. Et ça me conserve du coup mon élément ici, Emma. Donc imaginons, j'aurais plusieurs Emma, ça me permet de les voir en un seul coup d'œil. J'ai des éléments préfiltrés. Ça vous permet d'avoir différentes vues, des vues que vous pouvez gérer vous de votre côté. Par exemple, si vous avez une base de données assez avancée, vous pouvez dire, eh bien, si la case à cocher n'est pas cochée, c'est-à-dire qu'il est encore en attente, etc. Vous pouvez donc gérer plus facilement votre base de données comme ça avec différentes vues, différents filtres qui ont été faits sur vos champs. Ce qui peut être super intéressant dans certaines situations. On peut également trier, avoir un ordre de tri de A à Z, mais par rapport à un champ spécifique. Je pourrais très bien dire par rapport à mon champ prénom, je fais que ça soit filtré de A à Z ou de Z à A, etc. Mais également par date de création. Enfin voilà, vous avez différents filtres qui peuvent s'appliquer, qui vous permettent vraiment eh bien, de pouvoir gérer votre base de données plus facilement. Autre point essentiel, vous pouvez également eh bien, déplacer des champs. C'est-à-dire que là, par exemple, mon champ image est ici. Je peux dire que je souhaite plutôt qu'il soit à la fin. Ça peut avoir une incidence du coup sur votre visualisation directement dans ce format-là, mais également ici vous avez une autre possibilité ici d'un autre format. Vous pouvez le mettre donc en tableau comme il est actuellement. On peut le mettre également en liste, voilà, ou on peut également le mettre en mode galerie. Ça vous permet d'avoir les éléments différents, enfin directement comme ça. Moi personnellement, je préfère le mode tableau, mais après chacun voit midi à sa porte. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, si vous allez dans le premier champ ici, on peut ouvrir l'élément. Donc ça me permet d'avoir une sorte de formulaire avec donc tous les champs et dans l'ordre où je les ai rangés. Donc pour un client ou même pour vous, ça peut être intéressant d'avoir directement bien vos champs rangés dans l'ordre qui vous intéresse le plus. Vous avez aussi ici le petit bouton supprimer. Et si on souhaite également, on peut sélectionner plusieurs champs et cliquer sur supprimer pour en supprimer plusieurs d'un coup. Tac, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à dire sur cette base? On peut aussi, du coup, ici on voit qu'on a 4 champs masqués parce qu'en fait on a des champs qui sont masqués par défaut. On peut également, eh bien, du coup, les afficher ou les masquer, simplement en cochant et décochant cet élément-là. Ici au niveau donc des prénoms, on peut aussi dire, enfin des paramètres, on peut aussi dire que ce champ-là, on souhaite qu'il soit masqué. Voilà, donc ça peut être intéressant pour, eh bien, du coup, faire un peu de ménage dans votre base de données quand il y a trop de champs. Simplement les masquer parce que pour vous, ils sont inutiles, mais ils sont intéressants par rapport aux bases de données. Sachant que si vous masquez un champ, ici, par exemple, là, je l'ai masqué dans ma vue par défaut, mais ma vue Emma, par exemple, va conserver le champ. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de se faire des groupes avec différents champs pour avoir une vue plus intéressante pour vous, plus simple à lire, une meilleure lecture. Tac. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, lancer une recherche globale sur votre site, enfin sur votre base de données. Par exemple, là, je vais marquer Emma, il va me retrouver, du coup, là, Emma n'y est pas, mais par exemple, si je mets nom 1, hop, il va me retrouver directement l'élément nom 1, il va me le surligner en jaune. Donc, vous pourrez plus facilement les retrouver. Ça, c'est pour retrouver un élément plus facilement directement sur votre base de données. Voilà pour tout ça. Et également, un élément qui est intéressant. Comme là, vous voyez, par défaut, on a title. Donc là, on voit qu'on ne peut pas le modifier, les éléments, en dehors de l'éditeur, puisque là, je suis passé par le gestionnaire de contenu depuis mon tableau de bord de Wix. Donc je ne peux pas modifier le nom du champ, ni rien. Ces éléments-là sont modifiables uniquement depuis l'éditeur. C'est-à-dire que dans l'éditeur, je dois aller sur ma base de données, et ici, je vais pouvoir du coup modifier le titre. Chose que je ne peux pas faire depuis le tableau de bord, comme on a vu. Et aussi, chose intéressante, là, par défaut, il m'a mis title en tant que champ par défaut. Donc lui, je ne peux pas le supprimer. Mais si je vais sur un autre élément, un autre champ texte, uniquement sur les textes, vous voyez là, il n'est pas possible de le mettre. Mais ici, je peux dire que, puisque c'est un élément texte, je peux également le rendre principal. Et puisque je rends ce champ-là principal, je peux du coup maintenant supprimer title si c'est un champ qui ne me sert à rien. Et ensuite, je fais publier pour que ça le prenne en compte sur ma base de données qui est depuis mon tableau de bord, dans le gestionnaire de contenu.
Là, si je réactualise, et bien du coup maintenant mon champ par défaut, mon champ principal sera maintenant name. Donc là, on voit bien que, alors c'est un champ que j'avais masqué, et si je ressors donc le champ prénom, que je leur affiche, on voit bien qu'il a petit drapeau pour dire que c'est lui le champ principal. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de la base de données. J'espère que cette petite vidéo un peu mise à jour vous permettra d'y voir un peu plus clair et de faire des choses exceptionnelles sur votre site. Et je vous dis à très bientôt.